Bonjour à tous, bienvenue pour cette seconde vidéo du mois de février pour aborder les marchés financiers rétrospective 2021 et perspective 2022. On se retrouve pour cette deuxième vidéo avec Adrien Barbanchon, directeur de la distribution de M&J Investissement. Bonjour Adrien. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Pierre, merci de nous donner la parole. Merci, c'est un plaisir de vous recevoir. Est-ce que tu peux nous parler de la société de gestion M&J Investissement? Oui, très bien, avec grand plaisir. Alors, pour commencer, tout d'abord, M&J Investment est une société de gestion de dimension internationale basée à Londres, donc britannique. On est une société qui a un très long historique qui remonte à 1901 pour vraiment la première date, le lancement de M&J. Ensuite, c'est aussi la société qui a eu tout un parcours d'innovation, donc depuis près de 120 ans, notamment en lançant le premier fonds d'investissement ouvert au grand public, donc le premier fonds commun de placement. Ensuite, on a eu un développement avec l'assureur anglais Prudential qui nous a racheté et qui nous a permis de nous développer comme bras armé de sa gestion, aussi bien sur les actions que les obligations. Puis M&J s'est développé tout au travers de l'Europe et du monde, au travers de différents bureaux, différents marchés. Depuis 2007, M&J est présent en France, donc ça fait près de 15 ans. Et on a eu une suite après dans d'autres pays. Quand vous regardez les encours sur ce graphique, ils sont répartis sur l'ensemble du monde, tout type d'investisseurs, aussi bien les investisseurs privés, particuliers, que les investisseurs institutionnels, les fonds d'entreprise et autres, sur toute zone géographique. Et là encore, toute classe d'actifs qui nous donne vraiment une horizon d'investissement très large. Ok, très bien. Merci pour ta présentation. Est-ce que tu peux nous faire avant de parler du fonds d'M&J Optimal Income qu'on utilise beaucoup en allocation depuis de nombreuses années, est-ce que tu peux nous faire une petite rétrospective sur la macroéconomie 2021 et 2022? Oui, effectivement. Alors, tout d'abord, l'année 2021 a été une année à nouveau très favorable aux actifs financiers, en particulier aux actions. En fait, les bons résultats des entreprises ont stimulé l'appétit pour le risque des investisseurs. Ça a également alimenté la hausse des marchés boursiers tout au long de l'année. Après, il y a eu quelques périodes d'inquiétude tout de même qui ont été liées aux inquiétudes persistantes sur l'inflation, le retour de l'inflation. On va pouvoir en parler et voir le positionnement du fonds par rapport à ça. Et également l'incertitude quant à la gravité des nouveaux variants, des variants Omicron et autres par rapport au Covid-19, qui ont pu à certains moments refroidir le sentiment positif des marchés ainsi que la vigueur de la reprise. Ensuite, en fin d'année, la confiance des investisseurs est clairement revenue et les marchés actions mondiaux ont terminé l'année en forte hausse, notamment si on prend l'indice global, l'indice MSCI World All Country, tout pays en fait, il termine en hausse de plus 27,5% en euros. Et alors, dans l'ensemble, ce qu'il faut bien noter, c'est que dans les actions, ce sont les actions plutôt de grande capitalisation, offrant de la visibilité, et notamment avec un biais croissance, qui ont performé, au détriment des sociétés de plus petite capitalisation, avec un biais d'e-value. Très bien. Alors, c'est une bonne transition parce que du coup, pour cette vidéo, on va plutôt parler de la classe obligataire et il y a un fonds qu'on utilise beaucoup en mettant de l'obligation dans les portefeuilles, c'est le fonds M&J Optimal Income. Est-ce que tu peux nous en parler, nous présenter le fonds et nous en dire un petit peu plus sur sa gestion? Voilà, et juste pour les perspectives, ça va vous permettre de voir vraiment comment le fonds est positionné, justement, parce que c'est un fonds qui a vocation vraiment à s'adapter dans différents contextes de marché sur un horizon d'investissement long terme. Donc, pour les perspectives 2022, en fait, on voit que les marchés financiers ont repoussé les grandes questions qui étaient sous-jacentes à 2021 sur l'année 2022. En fait, l'inflation, la trajectoire de la politique monétaire, l'impact durable des différents variants Covid figurent en tête de liste des problématiques et des questions que se posent les investisseurs. Et ensuite, les investisseurs sont également tiraillés par les politiques monétaires et les rapidités, plus ou moins différentes suivant les zones, de resserrement des aides quantitatifs et des plans de soutien à l'économie, qui fait que suivant les zones géographiques, on va avoir des cycles de croissance assez disparates en termes de vitesse de la reprise. Voilà, donc ça demande vraiment, là encore, de s'adapter, quelles que soient les classes d'actifs, les zones géographiques. Et donc, le fonds M&J Optimal Income est effectivement un fonds, de par sa profondeur d'investissement et sa flexibilité, réactivité, un fonds particulièrement adapté dans ce contexte-ci.
Très bien. Je fais juste un point sur, avant qu'on l'oublie, la semaine dernière, on a parlé de plutôt tout ce qui était investissement socialement responsable et on était sur un fonds article 9, donc qui avait un Ouais. pour but d'impact sur l'environnement. Là, on est aussi sur un article 8 et Ouais. donc c'est aussi un fonds de qualité qui tient compte de ces enjeux environnementaux. Exactement. Voilà, merci. C'était juste un petit rappel pour la vidéo de la semaine dernière. Comme ça, on a un focus et on a un relais. Je te laisse Exactement. continuer. C'est un fonds engagé, donc avec un niveau d'engagement, d'exclusion aussi de certains titres, secteurs ou pays assez fort, ce qui lui prévaut d'être article 8. Donc, le fonds M&J Optimal Income, venons-en. Alors, c'est vrai que c'est un fonds historique chez M&J qui représente près de 14 milliards d'euros d'encours et qui est présent dans beaucoup de contrats d'assurance vie et d'investisseurs. Qui offre en fait la particularité d'être un petit peu l'équivalent d'un mandat de gestion obligataire. Chez M&J, on gère tout type d'actifs obligataires, donc les dettes d'État, les dettes d'entreprise de qualité supérieure, également les dettes d'entreprise à plus haut rendement, dit high yield. On peut aussi investir sur ce qui s'appelle des ABS ou des obligations indexées inflation. Donc, ce qui a été proposé par l'équipe de Richard Arnaud, donc ce qu'il faut savoir, c'est que chez M&J, vous avez près de 274 spécialistes de l'investissement. Les marchés financiers paraissent parfois irrationnels, un petit peu déconcertants, mais il faut rappeler que l'humain, en tout cas chez M&J, est primordial pour avoir une gestion de qualité pertinente et performante sur le long terme. Donc, en fait, l'univers obligataire est souvent très mal connu, mais c'est un gisement très, très large, très, très vaste en nombre d'émissions, en termes de possibilités d'investissement. Et donc, les expertises et les moyens qui sont chez M&J, ces 274 professionnels d'investissement, ce sont des gérants qui vont être spécialisés par classe d'actifs obligataires, par zone géographique, accompagnés d'analystes qui vont permettre vraiment aux gérants d'avoir une totale flexibilité dans l'univers de façon à s'adapter au contexte macroéconomique et à pouvoir adapter le portefeuille en fonction des risques taux, risques crédit qu'il va vouloir prendre en considération. Donc là, vous retrouvez les caractéristiques du fonds, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, effectivement, qui est article 8, qui est 4 étoiles Morningstar, et Richard Woolnough, que je vous ai décrit en amont, présenté, qui est clairement un gérant de référence sur l'univers obligataire. Mais on le rappelle, il ne travaille pas seul, il a vraiment accès à des ressources très, très larges des experts de la gestion obligataire qui vont lui permettre en toute sérénité de bouger le curseur du portefeuille et donc de s'adapter au contexte économique, soit pour être plus défensif par rapport au taux ou au risque crédit, soit plus offensif. Et c'est ce qui lui a permis, en fait, depuis sa création, donc sur bientôt 15 ans, de surperformer largement toutes les classes d'actifs obligataires. Alors ça, c'est un résultat largement accompli. Vous voyez la courbe du fonds en vert par rapport aux différents univers obligataires, donc les allocations prudentes en bleu ciel, les obligations d'État en rouge, les obligations d'entreprise de qualité, on va dire, supérieure en violet et les obligations d'entreprise à haut rendement en jaune. Le fonds, l'année dernière, dégage 1,2% de performance par rapport à un univers comparatif, son benchmark, qui est de moins 0,9%. Donc, bien que ça reste des performances modestes, ça a été une année extrêmement compliquée et volatile. Le fonds a tout fait pour réduire la volatilité et il a pu surtout profiter de son expertise sur la gestion obligataire et la sélection d'obligations qui a été un moteur de performance par rapport à son univers comparatif. Et ensuite, il avait déjà une protection relative contre la hausse des taux avec une duration qui, sur l'année, était aux alentours de 2,5 ans, donc relativement basse par rapport à un univers, un benchmark qui est plutôt à 6,5, 6 ans et demi. Donc, on a été beaucoup moins impacté par la hausse des taux que le reste des marchés obligataires. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais sur la hausse des taux, comment est-ce que vous faites pour vous prémunir de ce risque-là? Tout d'abord, dans ces périodes-là, c'est ce qu'on voit, c'est le cadre d'investissement du portefeuille. Donc, il a une totale flexibilité aussi bien en nombre d'années d'exposition, la maturité moyenne du portefeuille, c'est-à-dire le risque taux.
Quand on est dans un univers comme aujourd'hui, où on estime que l'économie est plutôt porteuse, que les taux sont bas, qu'il y a de l'inflation et donc potentiellement une remontée des taux, ce qui est néfaste pour la valorisation des obligations, on a tendance à tout faire pour la réduire. Alors, il y a deux façons de faire. Tout d'abord, on va se mettre sur les obligations qui sont le moins sensibles à la remontée des taux. Donc, c'est les obligations d'entreprise, alors que les obligations d'État sont très sensibles, directement impactées par la remontée des taux. Donc, on va favoriser déjà la bonne classe d'actifs. Et ensuite, on va prendre des obligations d'entreprise à plus court terme, qui fait qu'on va, on va embarquer un petit peu moins de maturité, un petit peu moins de duration, donc moins de risque de taux. On peut également avoir recours à des obligations indexées inflation. Ce sont des obligations dont le rendement va augmenter en fonction de la hausse des taux et donc la valorisation également en fonction de la hausse des taux ou de l'inflation. Et on peut éventuellement utiliser des futurs sur taux, des stratégies dérivées pour réduire la duration globale du portefeuille. Si on reformule un peu, c'est très bien expliqué, mais en gros, M&G, ils sélectionnent des obligations qui sont d'une part moins sensibles par leurs caractéristiques et d'autre part, ils prennent des obligations qui sont à durée courte, car les obligations à durée courte sont moins sensibles à une évolution des taux que des obligations qui ont des durées plus longues. Voilà. Exactement. Voilà, et ça, vous allez le voir après avec le positionnement, parce qu'on peut adopter cette approche défensive, réduire le risque de taux, mais de l'autre côté, on peut adopter une approche un petit peu plus opportuniste, parce que si on est dans un contexte de hausse de taux, normalement, c'est une croissance économique en expansion, donc un signal plutôt favorable pour les obligations d'entreprise. Donc, on va se sensibiliser un petit peu plus au risque crédit d'entreprise, puisqu'elles devraient se revaloriser, puisqu'elles vont logiquement, dans un contexte économique favorable, bien se comporter. Merci Adrien pour ces précisions. Donc là, voilà, effectivement, par rapport au cadre, à l'univers, à la flexibilité du fonds, vous voyez en vert les différents points où le fonds a pu naviguer, se repositionner. Donc, on voit qu'il utilise assez largement l'univers. Ce sont les notations moyennes à chaque fois du portefeuille ou la duration moyenne. Et aujourd'hui, donc, on est dans un univers, on a une duration qui est entre 2 et 2,5 ans dernièrement, afin de maintenir un très faible risque de taux. Pour rappel, la maturité, le risque taux moyen du marché est plutôt aux alentours de 6 ans. Donc, on est beaucoup moins sensible au taux. Et par contre, on n'hésite pas à aller rechercher un petit peu plus d'exposition au crédit avec une notation moyenne triple B+. Donc, pour ceux qui connaissent moins, ce qui est important de retenir, c'est que quand on vous parle d'obligations de qualité supérieure, investment grade, ce sont des obligations qui vont être triple B en notation et supérieures à triple B. Et quand on vous parle de high yield, c'est tout ce qui est le double B et inférieur à double B. Voilà, donc ça, c'est un point important. Et aujourd'hui, le positionnement, effectivement, alors il a évolué sur l'année 2021. Là, vous voyez un graphique qui symbolise sur les 15 années l'évolution du portefeuille. Donc, vous voyez que ce n'est vraiment pas une allocation statique. Normalement, on voit vraiment le travail du gérant. Voilà, exactement. Et de l'équipe, la flexibilité du mandat, du cahier des charges d'Optimal Income grâce aux équipes. Et on voit qu'en fait, la neutralité d'exposition du fonds, normalement, c'est un tiers de dette d'État, un tiers de dette d'entreprise de qualité supérieure, investment grade, et un tiers de dette d'obligation au rendement, le high yield. Il a également un volet action qui peut activer, qui va être entre 0 et 20%. La moyenne, c'est d'en avoir 5%. Il a pu évoluer dans le passé jusqu'à 13%. Aujourd'hui, on est entre 4,5% et 5%. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'au cours des années, il y a eu de fortes évolutions, mais tactiquement, le gérant a pu se repositionner de façon très incisive sur la dette au rendement. Par exemple, suite à l'épisode de Covid, en mars 2020, quand tout a été fortement décoté, il en a profité de façon très opportuniste pour se repositionner sur les obligations qu'il estimait avoir été décotées de façon excessive, irrationnelle par rapport au marché. Et aujourd'hui, le positionnement, donc, il est d'environ 50% d'obligations de qualité supérieure. Donc, en début 2021, on avait plutôt des obligations sur la zone US, américaine. Ça a bien performé. Il y a eu une discipline de vente, prise de profit. Il a allégé ses expositions pour se repositionner un petit peu plus sur l'Europe, la zone européenne, notamment au travers des obligations bancaires et financières et des dettes au rendement. Alors, c'est simple, c'est parce qu'il estimait que les valorisations étaient plus attractives. Et normalement, pourquoi les obligations bancaires et financières?
c'est que quand vous êtes dans un univers de hausse de taux, ce sont des sociétés, en général, c'est un contexte assez favorable pour l'économie et les banques et financières sont le miroir, le reflet de l'économie. Et si l'économie se porte bien, c'est en général les premières à en bénéficier et à avoir un petit peu plus de résultats. Donc, le gérant avait anticipé ça et s'est bien positionné, continue de le faire. Voilà, et puis voilà, on revoit l'allocation et il a également donc, un portefeuille entre 4,5 et 5,5 d'actions, plutôt avec un biais un petit peu plus cyclique sur les actions, donc des sociétés qui vont également bien profiter de la hausse des marchés. Et ce qui est maintenu dans le portefeuille, donc c'est ce que je vous expliquais par rapport à notre univers d'investissement, le fonds maintient une maturité moyenne du portefeuille, une duration de 2,4 ans, ce qui est très faible comparé au marché, ce qui fait que dans un contexte de hausse de taux, on est beaucoup plus à l'aise pour l'appréhender et ne pas être impacté en relatif beaucoup moins. Voilà, donc je crois que c'est un portefeuille qu'il a prouvé sur 15 ans, qui est très flexible, opportuniste, tactique, et surtout qui va tout faire pour limiter la volatilité, mais capter un rendement, et comme son nom l'indique, tout simplement, le haut rendement optimal dans un marché quand même très large. Donc, voilà. Très bien. Je te remercie, Adrien, de nous avoir présenté ce fonds. C'est un fonds qu'on intègre dans les allocations et qu'on a déjà présent depuis de nombreuses années, qu'on aime beaucoup utiliser pour ses caractéristiques donc tu viens de citer, assez tout-terrain, en fait, si on peut le résumer, qui sait se repositionner et profiter des forces et des faiblesses de l'économie actuelle. Je te remercie, Adrien, pour ce point et ce focus sur MNJ et le fonds MNJ Optimal Income. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur vos portefeuilles ou sur les fonds dont on vient d'évoquer. Et je vous dis à bientôt. Merci Pierre, au revoir. Merci, au revoir, bonne fin de journée.